nord de la Grande Île serait-il une entité à part? Certains, dont je fais partie, le pensent. D'abord, cette région fut coupée pendant longtemps du reste de Madagascar. Son isolement était dû à la route difficilement praticable qui traverse la barrière naturelle du massif volcanique de Tsaratanan, dont le Maromokotro est le point culminant de l'île Rouge, avec 2876 mètres. Mais ce qui en fait surtout sa particularité, c'est certainement l'autonomie affichée de sa population, les Antakaran, que l'on nomme aussi ceux du rocher. Les Antakaran peuplent le massif de l'Ankaran. Ce plateau rocheux, né sous la mer il y a des millions d'années, étend son réseau de grottes, de rivières souterraines et de canyons au milieu de forêts sèches et vertes, de la ville d'Ambilobé à la pointe la plus extrême du pays, le Cap d'Ambre. En surface, l'érosion a gravé des tsingi, sortes de calcaires aux crêtes acérées, tandis qu'en profondeur serpente un réseau d'eau de 110 km, considéré comme le plus long d'Afrique. Les spéléologues ont répertorié 11 grottes principales, dont certaines, sacrées, renferment des sépultures royales. Ce massif allie les richesses d'un monde minéral calcaire à la variété de ses écosystèmes. On compte dans l'Ankaran 11 espèces de lémuriens, 92 d'oiseaux, dont le très rare messire varié, 60 de reptiles et d'amphibiens, et plus de la moitié des chauves-souris de l'île. Mais l'Ankaran joue surtout un rôle traditionnel et culturel de tout premier plan pour sa population. Historiquement, les Antakaran sont sans doute le peuple ayant opposé l'une des plus farouches résistances face à la domination mérine. Au XIXe siècle, le roi Radama Ier, à la tête d'une force de réunification, se heurte aux défenses naturelles des imprenables Tsingi d'Ankaran, car ce labyrinthe de calcaire, qui abrite de nombreuses grottes, servait de refuge aux Antakaran. Des divinités naturelles incarnées par des arbres, des plantes, des montagnes, des cours d'eau, sont à la base des croyances et régissent les traditions Antakaran. Aujourd'hui encore, des cultes et des célébrations leur sont rendus à intervalles réguliers. Des vœux sont accompagnés de libations et de diverses offrandes. C'est à Ambilobé, une ville d'un peu plus de 55 000 habitants, que démarre le pays Antakaran. Dans cette bourgade nichée dans une cuvette, perdure un creuset de légende où l'on voit un respect particulier aux crocodiles et aux caméléons. Considérés comme des réincarnations d'ancêtres, ces reptiles jouent un rôle à part dans les cérémonies de rituels de possession que l'on appelle tromba. Mais Ambilobé, malgré toutes ses croyances, est aussi une ville qui s'est adaptée au monde moderne. Certes, l'électricité est coupée une partie de la nuit, et à part le centre, il n'y a pas d'eau courante. Mais cela ne gêne en rien les habitants. Depuis longtemps, on a su s'adapter. Et il semblerait que seuls les jeunes, ou plutôt pour ne pas généraliser, certains d'entre eux, ont soif d'autre chose. Je m'appelle Lydia, j'ai 22 ans. Je suis née ici à Ambilobé. Je suis allée à l'école jusqu'en classe de 3e.
En 99, j'ai arrêté l'école. J'avais 15 ans. J'ai arrêté car ça ne m'intéressait plus. Et puis, comme beaucoup de jeunes ici, j'étais pas très sérieuse. Je voulais sortir avec mes amis, m'amuser, aller en boîte de nuit et faire du sport. À cette période, c'est ce que je faisais tous les jours, surtout le vendredi et le samedi. La journée, j'étais trop fatiguée pour faire autre chose. En fait, je ne vivais que la nuit, et uniquement pour sortir. Je le regrette un peu maintenant, mais c'est fait. Ma mère me l'a souvent reproché. Alors j'essaie de lui donner satisfaction en étant sérieuse dans le travail de serveuse que j'ai trouvé. Il n'est plus question pour moi, malgré la bonne ambiance, de sortir jusqu'à 3 h ou 4 h du matin. C'est fini maintenant pour moi, tout ça. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Lydia aspire à un avenir qui dépasserait les frontières de la ville, voire du pays. Mais ce n'est pas facile, car dans cette cité dortoir, qui n'est pour beaucoup qu'un simple lieu de passage, rares sont les opportunités, surtout pour cette jeunesse. La vie n'est pourtant pas trop mal pour les jeunes à Ambilobé. Le seul problème, c'est que beaucoup boivent, fument et prennent du khat. En étant sous cette emprise, cela provoque des bagarres en boîte de nuit. Par contre, on s'apprécie et on s'entraide beaucoup. On est très solidaires. Pour beaucoup de jeunes d'Ambilobé, les croyances et traditions se perdent. Elles ne sont que peu respectées. Pourtant, les parents, comme Anési, la maman de Lydia, se sont toujours attachés à leur enseigner. Je suis Antakaran d'Ambilobé et nous avons de fortes traditions. Nous avons aussi un roi qui a en charge de nous les faire respecter. Il s'appelle Issa Tsimiaro III. On consulte le roi, le Panzak, afin de demander sa bénédiction pour nos activités, car c'est un homme saint. C'est le peuple qui l'a intronisé comme saint. Il résout toujours nos problèmes et fait prospérer nos activités. Deux structures de pouvoir existent de façon parallèle dans la région d'Ambilobé. L'une, héritée de la dynastie Antakaran et actualisée par le roi Tsimiaro III, l'autre arrimée à l'État-nation, découlant du modèle administratif républicain de type français. La première assure la légitimité de l'identité, de l'histoire et de la continuité des pratiques Antakaran, et la seconde sert d'agent unificateur et de gestion du territoire national malgache. À première vue, ces deux structures devraient être en confrontation, car elles défendent et représentent deux systèmes de valeurs passablement distincts. Pourtant, il n'en est rien, et une forme de réciprocité s'est naturellement développée. La maman de Lydia va très souvent voir le roi que l'on appelle ici Panzak. Elle le consulte régulièrement pour des problèmes liés à ses propres enfants, car le roi est aussi appelé Tompuktu, et au dire de la population, il serait également Mpijuru, c'est-à-dire devin. Il aurait le pouvoir, au cours de certaines cérémonies, de communiquer avec les ancêtres. Je suis un ancien gendarme, mais par filiation, par descendance, j'ai été appelé à devenir roi. Mon intronisation a eu lieu en juin 1982. Mon royaume s'étend du district d'Ambanj, au sud d'Ambilobé, jusqu'à Diego, au nord. À l'ouest, il est délimité par le massif de Lankaran et va jusqu'à Bemarivo, à l'est. Mon rôle, c'est d'être le gardien des traditions et de la culture Antakaran. C'est à moi de faire respecter toutes les traditions.
Une fonction qui me tient à cœur, car je pense que sans tradition, il n'y a pas de développement. C'est cette culture ancestrale qui permet d'unifier le peuple. Mais j'ai aussi comme charge de régler les problèmes de la population sans passer par l'administration, c'est-à-dire le tribunal ou la police. Et bien souvent, en tant qu'ancien gendarme, je règle mieux les problèmes que ces instances-là. D'ailleurs, j'ai des relations informelles avec l'administration. J'interviens auprès d'elle si certains de mes sujets me le demandent ou ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas régler. Les instances administratives me sollicitent aussi parfois pour certaines interventions auprès de la population. En fait, comme tu le vois, je suis une sorte d'intermédiaire. Depuis plus de 25 ans, le Panzak assume pleinement cette responsabilité royale. Il ne faut pas oublier qu'il est détenteur et gardien des traditions Antakaran. Un rôle pas toujours facile à assumer, surtout auprès des jeunes générations, comme celle de Lydia. Si on le craint encore un peu, on ne reconnaît plus ses pouvoirs. Pas plus que ceux de gardien de la culture, que ceux de devin communiquant avec les ancêtres. Mais que le roi se console, car ce qui est valable dans les villes ne s'applique pas toujours dans les campagnes. La communauté rurale respecte encore la tradition et affiche, même au niveau des jeunes, son dévouement à sa majesté. À une trentaine de kilomètres au nord d'Ambilobé, en bordure de la route nationale 6, le village de Marivoraon est, comme beaucoup d'autres dans la région, un des domaines de l'agro-élevage traditionnel. On y cultive le riz et on y élève des zébus, comme partout sur la grande île. Et ces paysans, ne débordant pas de richesses, essaient de se satisfaire de ce que la terre peut leur apporter. Je m'appelle Douda, j'ai 20 ans. J'ai une femme et 2 enfants. Nous sommes 6 dans cette famille, car mon frère et ma sœur habitent aussi avec nous. Mon métier est de construire des cases et de travailler la terre. Le roi Issa, c'est le père de tous les Antakaran. Il donne des terres à la population pour qu'elle les travaille. C'est aussi le père des Trombas, c'est-à-dire des esprits, ceux qui sont possédés le consultent. Il est aussi le garant des traditions. Il est très respecté par la population Antakaran. Par le passé, les terrains le long de la route allant jusqu'à Diego Suarez appartenaient au roi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La terre est en grande partie la propriété des villageois. Pourtant, certains, par tradition, donnent toujours une partie de leur récolte au Panzak, une manière d'afficher leur dévouement au monarque et de reconnaître son autorité.
Mon métier, c'est la construction des cases. Je gagne 50 000 ariary, un peu plus de 20 de vos euros. Ce n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de 6 personnes. J'aimerais gagner plus d'argent en cherchant de l'or, par exemple. Surtout que la terre est très riche par ici. Mais ce qui m'arrête, c'est que j'ai peur de descendre dans le trou. L'or est une véritable institution dans toute la grande île. Dans les petites villes de Madagascar, les gens ont presque tous l'habitude d'utiliser l'or comme compte épargne. En effet, ils sont très méfiants vis-à-vis de la monnaie papier. La monnaie du pays est l'ariary, qui a remplacé le franc malgache il y a quelques années, avec un ratio de 1 pour 5. Puis, les achats de devises étrangères sont très limités, voire encadrés. Alors, des petites boutiques qui fleurissent un peu partout proposent au poids des bijoux en or. Elles achètent et vendent avec un taux raisonnable et sans avoir Internet, elles suivent au jour le jour les cours mondiaux sur le journal. Car à Madagascar, l'or est le premier de tous les minerais exploités. La découverte du précieux métal remontait en fait à 1845, mais la reine Ranavalon Ier, atteinte de xénophobie et craignant un afflux de chercheurs d'or, interdit toute recherche minière sous les peines les plus sévères, et cette décision fut strictement maintenue par ses successeurs. La situation changea avec l'arrivée des colons français à la fin du XIXe siècle. Depuis, on ne cesse d'exploiter le précieux métal et souvent, comme ici, à proximité du village de Mantaliamaro, à 20 km à l'est d'Ambilobé, de façon artisanale. Et il y a suffisamment d'or dans la région. Nous ne sommes qu'à 10 km de Betiak, un des lieux de la grande île répertorié comme étant l'un des plus riches en minerais. Je m'appelle Ferdinand. J'ai 29 ans. J'ai une femme et 5 enfants. 3 d'une première union et 2 jumelles avec mon épouse actuelle. Chercher de l'or est un moyen facile de gagner de l'argent. Il suffit d'avoir une baramine, un tamis et des sacs et surtout de l'huile de coude. Ferdinand a raison de s'être lancé dans cette aventure, car à l'instar du cours mondial, le prix de l'or ne cesse de flamber ces derniers temps sur le marché local. Une des raisons de cette hausse parfois exorbitante est l'existence de nombreux intermédiaires entre les orpailleurs et les bijoutiers. Chacun pourtant essaie de se tenir au courant, car les collecteurs qui sont mieux informés en temps réel du cours mondial de l'or l'alignent à leur convenance sur le marché local. Une fois la terre grattée et les sacs remplis, direction la rivière, car la principale partie du travail de l'orpailleur consiste à un très grand nombre de lavages qui dégagent les paillettes d'or du sable. Ce lavage est un procédé gravimétrique qui est fondé sur la différence des densités qui existent entre le minerai et la gangue, c'est-à-dire l'argile plus le sable. L'or étant plus lourd, la gangue s'évacue avec l'eau, alors que le métal précieux reste au fond du récipient.
Très rudimentaire, cette technique a peu évolué au cours des âges, notamment dans le domaine artisanal. Elle reste encore aujourd'hui fondamentale en prospection alluviale. Et la méthode la plus usitée dès l'aube des temps est le lavage au vase, appelé soit sébille, gressal, grésane ou grasaletto. C'est un récipient ayant la forme d'un chapeau chinois. Comme je te l'ai déjà dit, chercher de l'or est pour moi un des moyens les plus faciles de gagner de l'argent. Je trouve, selon la chance, de 1 à 3 décigrammes par jour. Je vends le décigramme à 2000 ariary, un peu moins d'1 de vos euros. Avec ça, je fais vivre correctement ma famille. J'étais un peu sceptique, mais mon orpailleur m'a démontré qu'il n'était pas dans cette région difficile d'en trouver. Il m'a même affirmé, presque péremptoire, qu'il y en avait aux abords de la case familiale. Une façon subtile de me faire comprendre qu'ici, on avait juste à se baisser pour récupérer ce précieux métal. Mais ayant passé un peu de temps à ses côtés, je me suis vite rendu compte que ce travail était éprouvant. Car après la rivière, la journée du mineur est loin d'être terminée. On pile les cailloux ramassés sur la montagne pour en faire une fine poudre. Ensuite, on retournera à la rivière pour tamiser à nouveau. Je viens de casser des blocs de pierre, car il y a plus d'or dans ces cailloux que dans la terre. Maintenant, je mâche du khat, parce que le travail est très dur. Et le khat me donne de l'énergie, de la force. Avec ça, je ne ressens plus la fatigue. Du khat ici, comme dans la corne de l'Afrique, une surprise. Sur le marché d'Ambilobé, je ne m'en étais pas rendu compte, mais comme à Djibouti, il est vendu sous forme de bottes. Dans l'Ankaran, on en trouve partout, sur les marchés, au bord des routes, et même au cœur de Diego Suarez, endroit où il serait entré il y a plusieurs centaines d'années par l'intermédiaire de marchands yéménites. Le khat est tout simplement une drogue. Ses effets sont proches de celui des amphétamines, c'est-à-dire soulager la fatigue et la faim. Il induit une accélération du rythme cardiaque, de l'hypertension et une accélération de la respiration. Il est inscrit sur la liste des stupéfiants de certains pays, notamment en France, mais pas en Grande-Bretagne ni aux Pays-Bas. À Madagascar, un projet de loi serait en attente à l'Assemblée nationale pour l'interdire. Ce ne sera pas simple, car en Afrique de l'Est, bon nombre de chefs d'État, comme Mengistu, surnommé le Négus rouge en Éthiopie, et qui n'avait pas la réputation d'être un tendre, ont essayé sans succès d'arrêter sa consommation. Et puis, cette région est propice à sa culture. Beaucoup de petits agriculteurs l'exploitent, comme ici, un peu à l'écart de la route nationale 6, et à 70 km au nord d'Ambilobé. Je m'appelle Harrison, j'ai 33 ans, j'ai une femme et 2 enfants. J'habite ici dans la brousse, à 5 km d'Anivorano. Mon métier, c'est de cultiver le khat. Le khat est un arbuste inerme qui peut mesurer de 5 à 8 mètres de haut. L'écorce grise est rugueuse et souvent craquelée. Les feuilles, persistantes et coriaces, sont opposées à un limbe grossièrement denté de forme elliptique lancéolée, en général de 10 cm de long sur 5 de large, de couleur vert brillant à la face supérieure, plus pâle à la face inférieure. Le pétiole très court et rosâtre. Avant, je cultivais des légumes, mais c'est très dur. Je me suis donc tourné vers le khat parce que ça rapporte plus. J'en cultive depuis 12 ans maintenant. Pendant la saison des pluies, je le vends à 15 000 ariary, soit à 6 € le paquet. Pendant la saison sèche, parce qu'on manque d'eau, le prix du paquet peut atteindre 100 000 ariary, presque 40 €. Belle rentabilité. Il vend un paquet par jour, ce qui représente environ 100 branches.
Le cat avec de l'eau pousse pratiquement tout seul, peu d'entretien à part un désherbage quotidien. Sur son terrain de 10 hectares, Harrison en réserve 2 au cat. Sur les 8 restants poussent des papayes, du manioc, des bananes, des rizières, à l'abandon presque, car il n'a pas le temps de s'en occuper. Je suis obligé d'arrêter le travail aujourd'hui. Je dois assister à une cérémonie au lac sacré. Tiens donc, une cérémonie et sur un lac sacré. On me parla d'une légende qui aurait certainement plu à Georges Brassens. Jadis, un homme possédant un pouvoir magique et éreinté par de longues journées de marche passa dans un village. Il était assoiffé et demanda de l'eau aux habitants qui l'occupaient. Tous, sauf une femme, lui refusèrent. Après avoir bu, il dit à la femme « Quittez ce village, car je vais donner à ses habitants cette eau qu'ils aiment tant et qu'ils ne veulent pas partager. » La femme refusa de partir, mais son enfant tomba subitement malade. Elle fut contrainte de l'emmener chez un guérisseur dans une autre localité. Pendant son absence, le village fut inondé et l'ensemble de la population transformé en crocodile. Le pouvoir du voyageur avait provoqué la maladie de l'enfant, et quand la femme arriva chez le guérisseur, son fils fut subitement guéri. La jeune femme, de retour sur les lieux du village englouti, fut érigée en gardienne du lac qui était devenu sacré. Elle était la seule habilitée à y faire des sacrifices au profit des crocodiles. Et depuis, les sacrifices perdurent et, selon la légende, ils seraient organisés par un devin descendant direct de cette jeune femme. Et comme aujourd'hui, les Malgaches viennent régulièrement offrir des quartiers de zébus aux crocodiles du lac, dont seuls les yeux et les narines affleurent habituellement la surface. Une façon de rendre hommage aux ancêtres, afin que ceux-ci continuent à les protéger et exaucent leurs vœux de fertilité pour les uns et de richesse pour les autres. Au cours de ces cérémonies, les ancêtres sont évoqués. On va même jusqu'à donner des noms aux sauriens. Si les quartiers de zébus les font sortir de l'eau et ne résistent pas à leur croc, c'est le signe d'un heureux présage et du contentement des ancêtres. Celui qui officie et est maître de cérémonie est un Mpidjuru, descendant officiel de la gardienne du lac. Il serait devin et aurait la possibilité de communiquer avec les ancêtres. Ce ne sont pas aujourd'hui des Malgaches qui ont sollicité cette cérémonie, mais des Réunionnais. L'un d'entre eux aurait commis, dans un proche passé, quelque chose de fadi, d'interdit sur les bords du lac. Depuis, il ne dort plus, mange très peu, et une multitude de problèmes s'abattent sur lui. Il n'est pas là pour la cérémonie de ce jour, mais il a mandaté ses amis afin qu'ils fassent sacrifier un zébu pour le donner à manger aux crocodiles. Après, le sort qui lui aurait été jeté devrait disparaître. Un zébu coûte entre 85 et 125 € en moyenne, mais les villageois l'ont négocié à la hausse et les Réunionnais l'ont payé 210 €. Les crocodiles, sentant l'odeur de la viande et ayant une certaine habitude de ces sacrifices, s'avancent de plus en plus près de l'assistance et, avec une certaine impatience, attendent les quartiers du zébu fraîchement découpés. Par tradition, une fois l'animal oxy, on lui ôtera la tête et on le coupera dans le sens de la longueur. Le côté droit ira au crocodile et le gauche sera partagé entre les différents participants de la cérémonie. Au-delà des croyances, ce partage est aussi une des motivations de regroupement. Il y a toujours beaucoup de monde pour ces sacrifices, même quand ils sont, comme aujourd'hui, prévus la veille pour le lendemain.
Une fois le festin des sauriens terminé, la tête de l'animal sacrifié sera plantée sur un piquet au centre de l'enclos sacré. Elle restera là jusqu'au prochain sacrifice, une façon de montrer aux ancêtres l'attachement qu'il aurait dû. On fait une cérémonie de Juru lorsqu'on fait un vœu et qu'il s'est réalisé. Pour remercier les ancêtres, on tue un zébu, on met le sang dans une assiette blanche et on le verse dans le lac pour montrer que le zébu a été tué sur place. Comme tu l'as vu, on donne la partie droite au crocodile et la partie gauche est partagée entre les membres de l'assistance avec une part plus importante pour le devin et pour celui dont le vœu s'est réalisé. Avant de rejoindre ces champs de Kat, Harrison tient à m'expliquer que d'autres endroits sont propices aux vœux dans Lankaran. Les vœux peuvent se faire ailleurs qu'ici. Il y a d'autres endroits sacrés, comme à la montagne d'Ambre ou au Nosilonju, le pain de sucre de la baie de Diego. La montagne d'Ambre, située à 40 km au sud de Diego Suarez, culmine à 1475 mètres. C'est un îlot de verdure luxuriante dans une région pourtant caractérisée par un climat chaud et sec. Ce massif volcanique arrête et condense les nuages poussés par les alizés pendant la saison sèche, tandis que les vents de la mousson lui apportent de fortes pluies dès le mois de décembre. Au pied de cette végétation luxuriante de mousse, de lichen et dont certains arbres dépassent les 30 mètres de haut, vit presque en autarcie une petite famille. Je m'appelle Voula, j'ai 27 ans et 2 enfants. Je vis ici, au pied de la montagne d'Ambre, à Amboudiradar. J'habite avec mon frère, ma belle-sœur et leurs enfants. Notre métier est de cultiver le riz. Nous en avons d'ailleurs plusieurs hectares. Aujourd'hui est un jour particulier pour Voula. Elle attend un Mpijuru, un devin qui ne devrait pas tarder à arriver. Elle a vu dans ses rêves qu'elle se devait sans tarder de faire un vœu. La cérémonie va s'effectuer pas très loin, juste derrière la maison. Voula n'a pas choisi n'importe quel devin, car d'après ses dires, l'homme de ce jour et le Panzak d'Ambilobe, c'est-à-dire le roi, sont les seuls Mpijuru de la région officiellement habilités à recevoir les vœux de la population pour les transmettre à Zanahari, le dieu sacré des Malgaches. Après avoir versé sur le sol du betse-betse, ce fameux alcool de canne à sucre fabriqué artisanalement par la population de la côte Est, c'est le moment des incantations. On appelle les esprits. Quand ils seront présents, Voula formulera son vœu. C'est pas la première fois que je formule un vœu, mais comme je l'ai vu dans mes rêves, c'était un signe. J'ai fait le vœu ici, dans ce lieu sacré, afin d'obtenir 50 zébus. Si mon vœu est exaucé, j'en sacrifierai un ici, sur place, que je partagerai avec ma famille. Ou alors, si j'en ai l'opportunité, je le sacrifierai au lac sacré. Par contre, si mon vœu ne se réalise pas, alors là, je ne ferai rien. Cette zone a toujours été sacrée pour les Malgaches. Il faut savoir qu'avant l'arrivée des Français à la fin du 19e siècle,
toute cette région était déserte parce que Fadi, interdite. Le maréchal Joffre en fit d'abord une garnison pour ses soldats, ainsi qu'un lieu de repos climatique pour les expatriés de Diego Suarez. Ici, on est à Joffreville. Il y a plus de fraîcheur qu'à Diego et c'est pour ça que les Français ont aimé cet endroit et s'y sont installés. Comme tu peux le voir, la ville semble être à l'abandon, car les infrastructures coloniales construites par les Français n'ont pas depuis leur départ en 1975 été bien entretenues. Mais malgré tout, la ville garde un certain charme. Et actuellement, c'est un endroit très apprécié par les touristes malgaches qui viennent de Tana, d'Antsirabe ou de Majunga. C'est agréable aussi de vivre ici. Voula a raison. C'est vrai qu'il est très agréable de vivre ici. Et durant l'été austral, la fraîcheur des sous-bois de la montagne d'Ambre offre un contraste reposant avec la chaleur qui règne sur la côte nord. Et puis, la vue est imprenable. 40 km en contrebas, la baie d'Antsiranan, anciennement Diego Suarez, affiche toute sa splendeur. Car elle est la seconde du monde pour sa superficie et sa beauté, après celle de Rio de Janeiro. Elle est formée de 4 baies en cercle, développant 153 km de côtes intérieures, ne communiquant avec l'océan Indien que par un mince pertuis. Et comme à Rio, elle aborde une île en forme de pain de sucre que l'on appelle ici Nosilonjo. Antsiranan occupe le promontoire séparant les 2 baies méridionales. Comme la plupart des villes malgaches renommées, Diego Suarez ne tient qu'une place modeste au regard de la splendeur des sites. Construite au XVIe siècle par le navigateur portugais Diego Dias, qui en découvrit l'emplacement lors d'un naufrage, Antsiranan compte aujourd'hui de nombreuses communautés. Je m'appelle Jeanne et je suis une ancienne institutrice. Je vis depuis toujours ici à Diego et j'ai connu le temps de la présence française. Depuis, la vie a beaucoup changé. C'est même parfois très dur pour la majorité de la population. Il y a des gens qui n'arrivent plus à acheter à manger car c'est trop cher. La nourriture, les vêtements, même le ciment est trop cher. Il est de plus en plus difficile de se faire construire des maisons. Avant, à l'époque des Français, on mangeait sans souci, à notre faim et en plus très bien. Avec notre salaire, on pouvait même se permettre de faire des voyages. Actuellement, c'est plus comme ça. Tout est hors de prix. À cet égard, le regard porté par l'historien Hubert Deschamps sur la fin de la période coloniale à Antsiranan reste particulièrement édifiant. Je cite. Il s'est créé à Diego un prolétariat urbain important, instable, détribalisé, ethniquement très morcelé, en majeure partie non spécialisé, souvent menacé de chômage, politiquement remuant avec des associations à base tribale, mais aussi des regroupements politiques nés des idéologies européennes. Cette diversité fait de Diego, à tous égards, un milieu en marge du reste de l'île. Ici, la société a imité la nature. Que rajouter de plus sur la grande ville du Nord, qui est aussi le 3e plus grand port de Madagascar, d'autant que pour avoir arpenté les artères de ces quartiers populaires cosmopolites, je suis assez d'accord avec ces propos. Et de plus, pour exacerber les différences existantes avec le reste de la grande île, le malgache qu'on y parle est mêlé d'expressions arabes, françaises et anglaises. Au départ, Diego Suarez s'appelait en fait Antsiranan, qui veut dire là où il y a le port. Mais on l'appelle surtout Antsiranan, qui signifie là où il y a du sel. Antsiranan, là où il y a le sel. Quel sel? J'apprendrai que la Compagnie salinière de Madagascar produit du sel marin depuis 1895. Aussi, pour en savoir plus, je prends tôt ce matin la direction de la saline d'Antsahampano, située à une demi-heure du centre-ville. Après avoir quitté le goudron et dépassé les dernières maisons de l'agglomération d'Antsiranan,
Un spectacle ahurissant m'interpelle. Ils sont des centaines sur le bord de la route, accolés à la falaise. Ils s'attellent comme les bagnards du passé à casser des cailloux. Des hommes, des femmes, mais aussi bon nombre d'enfants, sous le regard de tous, exercent cette curieuse activité. Les plus costauds extraient les roches des cavités qui, chaque jour, s'agrandissent un peu plus. D'autres réduisent à coups de marteau acharnés ces rochers en des espèces de gravillons qu'ils entassent face à eux en petits monticules. Je m'appelle Janson, j'ai 34 ans. Je suis marié et j'ai 6 enfants. Mon travail consiste à réduire ces rochers en cailloux pour plus tard être utilisés comme matériaux de construction pour les maisons et bâtisses de toutes sortes. Ça rapporte mieux que ce que je faisais avant. Par le passé, je travaillais avec un étranger et on construisait des maisons. Et j'ai eu l'idée en 2004, en achetant des cailloux à d'autres, de faire ce métier. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille ici. Je suis rassuré, ce n'est pas une punition. Femmes et enfants exercent de leur plein gré, à l'heure des machines en tout genre, ce curieux travail. Comme je te l'ai dit, j'ai changé de travail parce que ça rapporte plus. Je vends un seau 600 ariary, soit 25 centimes de vos euros, et un mètre cube 16 euros. Il m'arrive de vendre jusqu'à 10 seaux par jour, ce qui me rapporte 2,5 euros. En un mois, je peux gagner environ 90 euros, ce qui est suffisant pour vivre. Janson ne souhaite pas exercer, comme les 200 personnes qui s'amassent sur le bord de cette route, ce travail de forçat très longtemps. Dès qu'il aura un peu d'argent, il ouvrira une épicerie. Un peu plus loin, la saline offre, sous les rayons du soleil naissant qui exacerbe de reflets ses eaux saumâtres, un spectacle d'une étrange beauté. Avec une capacité de production d'un peu plus de 70 000 tonnes par an, elle approvisionne une part importante du marché malgache et exporte vers les autres îles de l'océan Indien occidental, c'est-à-dire la Réunion, l'île Maurice, les Seychelles, les Comores et Mayotte. Les deux principaux produits extraits ici sont le sel alimentaire et le sel industriel. Et puis, grâce à l'iodation et à la fluoration du sel alimentaire, l'entreprise apporte une contribution majeure à l'amélioration de la santé de la population malgache. Surtout que la compagnie salinière de Madagascar est le principal producteur de sel du pays. Elle détient donc une position dominante sur le marché du sel de l'île, où la population est de l'ordre de 17 millions d'habitants. Je m'appelle Auguste Bézard. Je suis à la retraite maintenant, mais je reviens souvent ici car j'ai travaillé dans cette saline pendant 46 ans. La saline existe depuis plus de 100 ans. On a d'ailleurs fêté son centenaire en 1996. Ce sont les Français qui, à la fin du 19e siècle, l'exploitèrent les premiers.
Cette saline fonctionne tous les jours. C'est un secteur d'activité important pour la région. Pour extraire un peu plus de 70 000 tonnes par an, on emploie 150 salariés permanents. Auguste, qui a 68 ans, était responsable des machines. Il est à la retraite depuis l'année 2000, mais beaucoup font encore appel à lui pour des conseils techniques. J'ai des regrets d'être parti à la retraite. Je me sentais bien ici. Et puis c'est un peu le travail de ma vie, car j'y ai passé toute ma jeunesse. Comme partout dans l'île de Madagascar, de par son insularité, on est résolument tourné vers la mer et les Antacaranes de Diego d'Antsiranan n'échappent pas à ce principe. Ici, on pêche au harpon, mais on a aussi, grâce au développement touristique, adapté son activité pour améliorer ses revenus. Je m'appelle Armand, j'ai 33 ans. J'habite le petit village de Ramna. Mon métier, c'est de pêcher, mais aussi de faire des visites pour les touristes sur la mer d'Émeraude. Elle se trouve un peu plus loin. Pendant ces visites, je chasse au harpon des poissons pour que les touristes puissent déjeuner. Ça fait 5 ans maintenant que je fais cela. Libertalia est l'appellation du bateau d'Armand. Un nom qui sonne comme une légende dans toute la région. Car Libertalia serait une colonie fondée par des pirates ici et qui aurait existé 25 ans durant à la fin du XVIIe siècle. L'histoire de cette colonie apparaît pour la première fois dans Histoire générale des plus fameux pirates, du capitaine Charles Johnson, un pseudonyme probable de Daniel Defoe. La devise de ces hommes, organisés en république, était « Pour Dieu et la liberté ». À ce jour, aucune preuve historique n'atteste qu'un tel endroit ait jamais existé. D'après le livre de Johnson, Defoe, Libertalia fut fondée sous Louis XIV par 2 hommes en rupture de ban. Un Français, capitaine de la Victoire, redoutable navire de guerre de 30 canons, ex-officier de la marine française mais pirate de son état, Olivier Misson, pétri d'utopie, et un prêtre défroqué italien, Caraccioli, imprégné de mysticisme. À eux deux, après avoir jeté l'ancre, ils convainquirent l'équipage de fonder la société idéale. Selon certains auteurs, cette colonie aurait été bien plus qu'un simple asile pour pirates et flibustiers. C'était une véritable utopie politique, sociale et philosophique, l'équivalent moderne de l'Atlantide ou de l'Eldorado, et le précurseur des phalanstères du XIXe siècle. Ouais. La mer est trop forte aujourd'hui, il y a peu de poissons. Je suis pêcheur, mais le problème, c'est que je ne possède pas mon propre matériel. C'est-à-dire le masque, le tuba et le fusil. Mon souhait, ce serait d'avoir tout à moi. Le bateau, mon unité de plongée. Je travaille dur pour cela, et j'espère un jour y arriver. Dans l'esprit de la légende de Libertalia, omniprésente ici, chacun cultive son ou ses rêves. Armand espère pêcher suffisamment de poissons pour les exaucer. Enfin, sa seule préoccupation aujourd'hui, c'est de ramener à bon port le bateau Libertalia. Et vu la force du vent, c'est loin d'être gagné. À l'image de leur roi, qui nous montre le sabre que le président Vincent Auriol offrit à son aïeul, les Antacaranes s'attachent à préserver leur tradition sur une terre où perdurent encore de nombreuses légendes et croyances. Lankaran est une région effectivement à part de cette grande île.
mais elle contribue à renforcer cette diversité qui crée l'originalité du peuple malgache. Ni yang tu nao teo wabi, ampa